Bonsoir à tous. Je souhaitais pouvoir aborder avec vous l'une des questions principales. En fait, je rencontre assez peu de familles sans commencer par aborder ce sujet-là, qui est le sujet de la protection. Parce qu'en réalité, lorsque on évoque le plus souvent avec les parents la question effectivement de vos enfants ou de votre frère, de votre sœur en situation de handicap, eh bien, la première question qui se pose, c'est très souvent la question de l'après-soi. Qu'est-ce qu'il va se passer le jour où moi je ne serai plus là? Ou différemment, quelles conséquences les actes que je vais poser ou les décisions que je vais prendre aujourd'hui auront comme conséquence après moi, et comment est-ce que je peux organiser dès à présent l'après-soi et donc la protection de mon enfant, de mon frère, de ma sœur à l'aune de cette question-là. Voilà. Et quand on parle de l'après-soi, on évoque en fait assez rapidement les questions de éventuellement la transmission du patrimoine. Les premières questions, c'est souvent de se dire comment est-ce que j'assure un toit à mon enfant, comment est-ce que je lui assure un revenu qui soit pérenne, comment est-ce que je peux avoir la certitude qu'il ne devienne pas nécessairement un poids trop lourd pour son frère, pour sa sœur. Et en réalité, pour cette première conférence ce soir, je pense que c'est pas inutile de commencer par parler même des mesures de protection, avant de parler de manière peut-être moins formelle ou moins, en tout cas sous la forme de cet échange tout à l'heure, sur les questions de transmission de patrimoine. Mais permettez-moi dans ce temps de conférence, pour les quelques minutes que nous avons, de parler des questions de mesures de protection. Parce que c'est en réalité parfois un sujet qui est tabou, qui est un peu mis sous le tapis, on n'a pas vraiment envie d'en parler. Et souvent les familles que je rencontre me disent « Mais enfin maître, pourquoi une mesure de protection pour mon fils, pour ma fille, puisque je vous explique depuis 10 minutes qu'il a tout à fait confiance en nous, et la preuve en est, c'est que j'ai procuration sur ses comptes et puis tout se passe bien. Et donc il n'est pas nécessaire de mettre en place une mesure de protection. » Ou alors on peut avoir de manière un peu plus grave l'idée de dire « Mais non, mon enfant ne veut pas parler de mesures de protection parce qu'il est en foyer, il est en ESAT et puis il échange avec ses copains, avec ses copines qui sont eux-mêmes sous curatelle et ça se passe assez mal avec le curateur et donc moi il n'est pas question que je sois sous protection et puis de toute façon j'en ai pas besoin ou alors si jamais tu me mets sous protection alors je perds toute confiance en toi. » Donc parfois on a vraiment des sujets même de confiance avec son enfant quand on évoque cette question de mesures de protection. Parfois les notaires peuvent paraître un peu rudes, un peu stricts dans l'analyse de la loi, donc si je suis maladroit dans mes paroles ce soir, veuillez m'en excuser, mais à titre préliminaire, je voulais bien vous redire ce soir qu'il n'était pas question pour moi dans cette conférence de vous expliquer qu'il est indispensable de mettre toute personne fragile sous protection à compter de sa majorité et que si jamais ce n'est pas fait, c'est une erreur. C'est pas du tout le but de mon propos. Vous restez en tant que parent, en tant qu'aidant, les personnes les mieux placées pour savoir si jamais une mesure de protection est nécessaire pour votre enfant ou pour la personne que vous accompagnez. Et c'est toujours un sujet de bénéfice-risque, voilà, de se dire, bon, j'ai bien compris qu'effectivement, il y a une certaine faiblesse et il y a peut-être besoin d'une mesure d'assistance ou de représentation, mais pour l'instant, c'est peut-être trop tôt. Pour l'instant, il y a peut-être encore un dialogue à avoir, il y a encore une préparation du terrain à faire. Mais l'objet de mon échange ce soir, c'est que vous ayez en tête vraiment les choses qui existent. Quelles sont les différentes mesures de protection qui existent? Comment est-ce que ça se met en place? Quelle est la procédure? Et puis, surtout, comment est-ce que cette question des mesures de protection viennent en fait déjà travailler la question de l'après-soi, avec éventuellement, et on le verra dans un dernier temps, les questions des mandats de protection futurs. Voilà ce que je voulais vous dire à titre préliminaire. Donc pour un petit peu structurer mon propos, je voulais d'abord, dans un premier temps, vous évoquez la mesure assez rapidement, la procédure, assez rapidement. Comment est-ce qu'on met en place une mesure de protection si jamais c'est nécessaire. Ensuite, de vous présenter de manière la plus précise possible les différentes mesures qui existent, parce qu'on entend pas mal de noms et on a parfois du mal à les distinguer les unes des autres. Et puis enfin, on abordera la question du mandat de protection future, parce que en fait, c'est déjà un lien important vers l'après-soi et déjà commencer à préparer la transmission, que ce soit pas forcément la transmission du patrimoine, mais aussi la transmission de la mesure de protection. D'abord, la première question qu'on se pose quand on évoque les questions de mesure de protection, c'est en fait pas tellement pour dire à son enfant « je mets en place une mesure de protection pour faire à ta place, parce que je ne te considère pas capable de, ou parce que j'estime que ce sera mieux comme ça ». Ce qui peut vous animer, pour pas dire ce qui doit vous animer, à mon avis, c'est plutôt deux objectifs à poursuivre, qui sont pas du tout celui de dire « je te prive de ta liberté », mais à mon avis, les deux objectifs, c'est de dire d'abord, on va réfléchir ensemble à la mesure qui est la plus adaptée pour toi, notamment pour éviter toute influence extérieure qui pourrait être mauvaise. C'est pas parce que l'influence existe aujourd'hui, mais peut-être parce qu'elle peut arriver dans les années qui viennent. Et puis c'est aussi de dire
que la mesure de protection, on la met en place ensemble au bénéfice, au profit des personnes qu'on aura choisies. Donc si votre enfant est capable de discerner avec vous les personnes qu'il souhaite se voir accompagner, il pourra être initié à la réflexion. Et donc c'est de dire, on le fait ensemble pour s'assurer que c'est les personnes qu'on a choisies qui seront titulaires de la mesure et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et pas quelqu'un d'autre, un tiers qu'on n'aurait pas choisi, qui pourrait nous être un jour imposé par le juge. Voilà. Je ne suis pas non plus là pour dire qu'il faut impérativement que la mesure soit laissée en famille et pas confiée à un mandataire judiciaire ou une association tutélaire. Là aussi, ce n'est pas du tout mon sujet parce qu'au contraire, dans certaines familles, ça peut être une excellente solution de sortir la mesure pour éviter les conflits d'intérêts directs avec l'enfant quand c'est le cas, pour des questions de caractère. Mais c'est l'idée de dire, on prend le temps de la réflexion. Et mon propos ce soir, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui existe, comment est-ce qu'on peut aménager les choses pour que si jamais un jour vous considérez que le moment est venu, vous sachiez dans quelle direction aller. Voilà. Alors, si ça vous convient, je vous propose de commencer dans un premier temps à évoquer la question de la procédure, parce que la procédure, c'est aussi parfois un peu flou. Bon, oui, je suis d'accord, il y a peut-être une mesure à mettre en place, mais comment est-ce qu'on fait? Et ça va vous permettre aussi, en connaissant la procédure, d'être peut-être parfois rassuré sur la responsabilité qu'on peut avoir comme parent à partir du moment où on est initiateur de la mesure. Alors, cette mise sous protection d'une personne, elle passe toujours par d'abord la rencontre avec un médecin, qui n'est pas n'importe quel médecin, qui est un médecin inscrit sur la liste du procureur. Donc, c'est un médecin qui est agréé auprès de la cour d'appel du lieu de résidence de la personne à protéger et qui va, à l'occasion d'un entretien avec la personne fragile, émettre un certificat médical. Et c'est en réalité le médecin, c'est au médecin que revient la responsabilité de dire « Ah oui, j'ai rencontré un tel et effectivement, j'estime que, compte tenu de sa pathologie, il y a un besoin d'assistance, un besoin de mise sous protection, que ce soit effectivement de l'assistance ou de la représentation. » Et déjà, je commencerai par un premier conseil, c'est que lorsque ce fameux médecin vient rencontrer votre enfant, il rend ce qu'on appelle un certificat médical. Et ce certificat médical, dans la pureté du texte, il est destiné au juge. C'est-à-dire, je suis contacté par les parents pour mettre en place une mesure de protection. Pas les parents qui sont les destinataires en principe de certificat médical, c'est le juge. Et si le médecin respecte le texte de loi, alors il enverra sous pli cacheté le certificat médical directement au tribunal. Alors, nous, ou plutôt mon conseil par rapport aux familles qu'on suit, c'est de dire, prenez le temps de l'échange avec le médecin que vous allez choisir. Parce que vous verrez, les médecins, ou en tout cas la liste, elle se trouve assez facilement sur Internet en fonction du tribunal dont vous dépendez. Et il y a pas mal de médecins en fonction de leur spécialité. Donc vous n'avez pas un médecin qui vous est imposé par département ou par cour d'appel, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, à l'occasion d'un premier entretien au moment de la prise de rendez-vous, d'échanger pour expliquer déjà quelle est éventuellement la mesure qui vous semble la plus adaptée pour votre enfant, et puis vous assurer que effectivement le médecin en question connaît bien les différences entre les différentes mesures. Voilà. Alors c'est son boulot parce qu'il est agréé, mais on s'est quand même rendu compte parfois que, notamment sur les mesures d'habilitation familiale, j'y reviendrai tout à l'heure, le médecin dit oui, ils sont gentils, ils me parlent d'habilitation familiale, mais en fait ils connaissent pas bien les termes. En réalité, ils me parlent de curatelle, et puis on se rend compte que dans le certificat médical, il y avait une demande de mise sous curatelle qui n'est pas forcément la mesure qui avait été demandée par les parents. Donc ce temps d'échange avec le médecin, il n'est pas inintéressant pour s'assurer effectivement qu'il est sur la même longueur d'onde que vous. Et parfois, lorsqu'ils sont même très sympathiques, ils acceptent même de vous lire le certificat médical, même si c'est bien sûr du secret médical, mais quand ils sentent effectivement la relation de confiance ou avec l'accord de votre enfant, ils peuvent même aller jusque-là. Ça, c'est un premier conseil, de bien échanger avec le médecin. Et puis une fois qu'on a ce certificat médical entre les mains, ça prend ni plus ni moins que effectivement la forme d'une requête, c'est-à-dire d'un courrier qu'on adresse au juge pour expliquer les circonstances qui amènent à la décision d'une mise sous protection. Et donc on donne l'état civil votre état civil en qualité de requérant, l'état civil de votre enfant concerné par la mesure. En général, on donne la composition de la famille, on va donner un premier aperçu du patrimoine. Enfin, tout ça est très bien expliqué. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que je n'ai pas une énorme plus-value en tant que notaire sur ces sujets-là, parce que même sur le site du servicepublic.fr, c'est extrêmement bien détaillé, donc je vous y renvoie. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est que le Code civil prévoit bien les personnes qui sont capables de lancer cette mesure-là. Donc bien sûr, c'est les personnes à qui on pense assez vite, les parents, les frères et sœurs, les conjoints, etc. Mais ça peut être aussi le procureur de la République qui peut s'autosaisir ou qui peut être saisi par une personne qui a un intérêt. Ça vient aussi un petit peu abonder mes premières observations au début, qui sont de dire c'est bien d'initier cette réflexion avec votre enfant si vous êtes en mesure de discerner ces questions-là, parce que on n'est jamais à l'abri qu'à un moment donné, on ait un interlocuteur avec lequel votre enfant peut avoir affaire, un banquier ou que sais-je, qui se dit mais moi j'ai peut-être un petit problème de capacité et donc je peux peut-être initier une mesure de protection, pas dans votre dos, mais en tout cas peut-être faite sans que vous ayez eu le temps de mener cette réflexion-là. Cette requête envoyée au juge
avec tout un tas de documents annexes, des actes de naissance, etc. Tout ça est très bien listé, mais finalement la requête elle est assez simple. Le dossier est quand même relativement simple à constituer. Le plus compliqué en réalité, c'est de prendre contact avec le médecin et d'initier cette rencontre. Ce sera suivi d'une audition avec le juge. Voilà, vous serez reçu par le juge pour un échange en fait, qui sera voilà, en général très bienveillant, auquel votre enfant, si jamais son état de santé le permet, sera associé. Et donc on y reviendra un petit peu dans les différentes mesures, mais c'est déjà l'occasion d'échanger avec le juge sur la façon dont vous voyez cette organisation de mesures, vers quelle mesure vous souhaitez vous diriger et comment est-ce que vous voulez l'aménager lorsqu'il y a un aménagement qui est possible. Soyez rassurés sur le fait que ça n'est pas quelque chose qu'on envoie et on ne sait pas très bien ce qu'on va recevoir. J'avais demandé une curatelle, je me retrouve avec une tutelle, j'avais demandé une habilitation familiale et finalement je ne l'ai pas obtenue, etc. Vous avez un échange qui est en général constructif avec le juge au cours de la procédure. Et puis à l'issue de cette audition, eh bien, l'ordonnance est rendue et effectivement la mesure est prononcée dans la très grande majorité des cas conforme à la requête qui a été initiée. Voilà, et conforme à ce que le certificat médical du médecin a pu indiquer au juge. Voilà. Et puis après, au moment où l'ordonnance est rendue, effectivement, la mesure est efficace et puis tout un tas d'obligations qui incombent effectivement aux bénéficiaires de la mesure et qui va changer en fonction de la mesure qui est prononcée. Là non plus, je ne rentre pas dans le détail, on pourra y revenir si vous voulez pendant notre temps d'échange, mais comme ça dépend des mesures, voilà pour cette procédure de mise en place de la mesure de protection. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est quelle mesure en fait est adaptée et la mesure qui est adaptée, elle va dépendre du degré d'autonomie, du degré de dépendance ou d'indépendance de la personne à protéger. Et heureusement, il existe différentes mesures qui sont adaptées en fonction du degré de discernement de la personne à protéger. Alors, pour vous présenter ces différentes mesures, je vous propose de voir d'abord ce qu'on appelle les mesures judiciaires, qui sont les mesures dont on a plus l'habitude d'entendre parler, qui sont la tutelle ou la curatelle. Quelles sont la différence entre ces deux mesures, entre une curatelle simple et une curatelle renforcée, et puis après de voir quelle est la différence avec une habilitation familiale qui est elle aussi une mesure de protection, et parfois on a du mal à faire la distinction entre les deux et de voir quelles sont les différences, les avantages. Dans un premier temps, les mesures judiciaires, parce que vous allez voir que finalement l'habilitation familiale, on peut faire rapidement un parallèle avec les mesures judiciaires. Les mesures judiciaires, il y en a deux, la curatelle et la tutelle. La première qui est la curatelle, c'est en fait ce qu'on peut dire une mesure de protection qui est une mesure d'assistance, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un majeur qui a besoin d'être assisté. Autrement dit, on n'a pas besoin de le représenter de manière générale, mais simplement, pour certains actes importants, on a besoin de l'accompagner pour faire avec lui. Voilà. La curatelle, on reste sur un principe de les actes classiques, la personne est capable de la faire toute seule, mais dès que l'acte est un petit peu important, alors à ce moment-là, on le fait avec lui. Et ça, c'est important, c'est qu'il reste associé aux actes qu'il aura à passer. Quand on fait avec, c'est simplement qu'on appose sa signature à côté du majeur protégé. C'est pas tellement plus compliqué. Quand on parle de curatelle, on parle de curatelle simple ou on parle de curatelle renforcée. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Dans la curatelle simple, le majeur, il est capable de gérer lui-même ses ressources et gérer lui-même ses comptes bancaires, alors que dans la curatelle renforcée, les ressources sont reçues directement par le curateur. C'est un petit peu la seule différence. Mais pour le reste, on reste quand même dans une mesure du curatelle et donc une mesure qui est une mesure d'assistance. Ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que ce soit pour la tutelle, la curatelle ou même pour l'habilitation familiale, il faut toujours garder en tête que constituent les actes d'administration et les actes de disposition. C'est un petit peu technique, mais c'est quand même important de l'avoir en tête pour bien comprendre à quel point dans une curatelle, on va venir encadrer la liberté de la personne à protéger et qu'on peut se rassurer sur le fait que même sous curatelle, il y a quand même un certain degré de liberté qui est laissé au majeur. Et ça, c'est plutôt rassurant de se dire qu'il y a des mesures de protection, même si jamais le nom fait un petit peu peur, qui laisse un certain degré de liberté. Voilà, alors c'est d'un point de vue très juridique, c'est un décret de 2008 qui va vous donner dans un tableau synthétique quels sont les actes de disposition, quels sont les actes d'administration, pour vous en donner des définitions pour être un petit peu juridique dans mon propos. L'article 1 de l'ordonnance vous explique que les actes d'administration, ce sont les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. Voilà ce que ça donne comme définition, et après on décline dans ce tableau où on donne des exemples. Ça c'est de l'administration ou ça c'est plutôt de la disposition. Article 2, les actes de disposition sont des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative
significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. C'est un peu lourd comme définition, mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment pour les actes importants qui viennent transformer, modifier le patrimoine de la personne protégée. Donc je le redis simplement pour résumer, acte d'administration, normalement c'est fait par le majeur tout seul sous curatelle. Les actes de disposition, c'est avec l'accompagnement du curateur. Ce qui explique que, en fait, les recours au juge dans une mesure de curatelle sont relativement exceptionnels. Puisqu'on a l'impression, on confond parfois avec la tutelle en disant, mais en fait, dès que c'est un acte de disposition, il faut l'accord du juge. Non, sous curatelle, un acte de disposition, c'est avec, effectivement, la signature du curateur. Dans quel cas est-ce qu'on a besoin de l'accord du juge? Alors, on a quand même parfois besoin de l'accord du juge, notamment lorsqu'il est disposé des droits relatifs au logement de la personne protégée, parce que, à peu près pour toutes les mesures, vous allez voir qu'il y a une protection particulière sur le logement de la personne fragile, et on peut facilement le comprendre. Et puis, un autre cas dans lequel rapidement le juge va venir trancher, c'est quand on est en conflit d'intérêts. Voilà, en conflit d'intérêts, c'est je vais passer un acte pour mon enfant, et en fait, j'ai moi-même des intérêts à passer cet acte dans un sens plutôt qu'un autre. Conflit d'intérêts, et donc on a besoin de nommer par l'intermédiaire du juge un curateur ad hoc, un mandataire ad hoc, c'est-à-dire une personne qui va prendre la mesure de curatelle pour un acte déterminé. Ce que je voulais vous dire qui est important quand même, c'est que la mesure de curatelle, elle peut être adaptée beaucoup plus que la mesure de tutelle. Et ça, il faut pas hésiter. En tout cas, il faut bien le garder en tête pour ne pas hésiter au moment où on rencontre le juge à proposer des aménagements de la mesure pour que ça soit du sur-mesure pour votre enfant, en fonction de son degré d'autonomie, en fonction de ses habitudes, pour effectivement, et toutes les mesures de protection ont ça à cœur, de pouvoir poursuivre les habitudes du majeur protégé malgré la mesure. Et donc, à ce titre-là, le pouvoir du juge est assez large, c'est-à-dire qu'il a même la possibilité dans l'ordonnance de mise sous curatelle de rendre des actes de disposition qui sont en principe soumis à l'accord du curateur. Le juge peut autoriser qu'ils soient passés par le curatellaire, c'est-à-dire la personne protégée, sans l'accord de son curateur. Inversement, des actes d'administration qui sont en principe qui peuvent être passés par le curatellaire, la personne protégée seule, peuvent être par demande du juge associés. On doit devoir associer la signature du curateur. Voilà. Et on peut aussi aménager, même éventuellement dans une curatelle renforcée, une liberté dans les dépenses. Ça, c'est souvent une inquiétude des parents qui est de dire mais il a sa carte bleue, il a ses habitudes, il va acheter ses cigarettes, il aime bien acheter des jeux vidéo, il aime la musique, il faut qu'il puisse avoir accès pour acheter des partitions, etc. On peut sans difficulté aménager une mesure de curatelle, effectivement, on dise on laisse un certain budget mensuel à notre enfant pour que tant que ce budget n'est pas dépassé, il soit complètement libre de le dépenser. Est-ce que c'est à hauteur de son âge? Est-ce qu'on réduit? Est-ce qu'on augmente? Ça, c'est à vous de voir et à échanger avec le juge en fonction, effectivement, de la situation. Et encore une fois, vous êtes les meilleurs juges pour tout ça. Voilà pour la curatelle. Pour la tutelle, c'est une mesure, elle, qui n'est pas une mesure d'assistance, une mesure de représentation. Voilà, ça, c'est souvent acquis un peu et c'est souvent bien compris par les parents. À la différence de la curatelle où on vient accompagner son enfant, la tutelle, c'est lorsque, effectivement, le degré d'autonomie est assez faible et que l'enfant n'a plus les capacités d'être associé aux décisions. Et il faut faire à sa place. Et donc, on est dans une représentation. On fait à sa place. Et là, à ce moment-là, effectivement, dans une mesure de tutelle, l'enfant n'est plus associé aux décisions qui le concernent. En tout cas, c'est le principe. C'est le tuteur qui fait seul. Et on va retrouver cette distinction entre les actes d'administration et les actes de disposition. Dans une tutelle, le tuteur fait les actes d'administration seul. Et pour les actes de disposition, il a besoin de l'accord du juge. Voilà un petit peu le degré. Et on voit quand même, par cette définition-là, que dans une mesure de tutelle, le recours au juge est beaucoup plus fréquent. Parce que très rapidement, on va se retrouver confronté à des actes de disposition ou à un banquier qui va vous dire non, mais ça, c'est un acte de disposition, ça a besoin de l'accord du juge. Et donc, à chaque fois, on prend 1 mois, 2 mois de retard dans la vue parce qu'à chaque fois, il faut une ordonnance. Et puis, parfois, le juge va vous dire effectivement, vous m'avez sollicité, je vous donne mon accord. Et puis, parfois, il va vous dire au bout de 2 mois, eh bien non, vous n'aviez pas besoin de mon accord. Moi, je considère que c'est un acte d'administration. Et là, parfois, on s'arrache un peu les cheveux parce que certains juges, certains tribunaux considèrent qu'il a besoin de son accord, d'autres considèrent que non. Et pour certains actes qui sont un peu à mi-chemin entre les deux, ça peut être assez compliqué. D'autres conseils sur ces deux mesures et qui ont des points communs, c'est sur la durée de la mesure. Parce que quand on va parler de l'habilitation familiale, c'est un élément qui est important, la durée de la mesure. La mesure, en général, elle est donnée pour 5 ans. Ça, c'est le principe, les mesures judiciaires. Sur certificat médical du médecin inscrit sur la liste du procureur, ça peut éventuellement être renouvelé pour une durée plus longue, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, à partir du moment où le médecin certifie qu'il n'y a pas d'espoir d'amélioration de l'état de santé et qu'en conséquence de quoi, ça ne sert à rien de la renouveler plus que ça. Voilà. Maintenant, rassurez-vous, une mesure de protection, quelle qu'elle soit, peut toujours être aménagée, on peut toujours revenir dessus, soit pour
l'aggraver, soit pour l'alléger, soit pour la transformer éventuellement en habilitation familiale. Une mesure de protection n'est jamais scellée dans le marbre pendant la durée de la mesure. Même si elle est donnée pour 5 ans, vous pouvez très bien demander une ordonnance de rectification pour venir aménager. Et aménager comment par exemple, dans les personnes que vous rendrez bénéficiaires de cette mesure. Parce que dans la tutelle et la curatelle, ces deux mesures judiciaires ont quand même cet avantage de la grande liberté des personnes à associer dans ces mesures. On pense bien sûr qu'en tant que parent, on va être désigné tuteur ou curateur, mais en réalité, vous avez plus de liberté que ça. Vous pouvez très bien être seul parent tuteur ou curateur, vous pouvez être co-tuteur ou co-curateur quand vous êtes les deux parents à vous occuper de votre enfant, ça encore c'est à peu près compris, mais vous pouvez aussi associer dans ces mesures-là éventuellement les frères et sœurs qui sont prêts à s'engager auprès de leurs frères, de leurs sœurs pour venir accompagner leurs parents et déjà s'intégrer dans la mesure. Ça c'est déjà une préparation de l'après-soi pour dire peut-être qu'au début mes enfants ils ont 20 ans, 23 ans, ils sont encore en train de faire leurs études et c'est encore trop tôt, mais peut-être qu'à un moment donné vous allez continuer à avancer en âge, vos enfants vont grandir et puis ils auront leur situation un peu plus adaptée, enfin un peu plus définitive dirons-nous, et puis malgré tout ils gardent les liens proches avec leurs frères, avec leurs sœurs et ils disent oui papa et maman bien sûr c'est évident que je veux bien, ça me paraît normal de m'occuper de mon frère, de ma sœur, et donc ils peuvent être associés aussi en tant que co-tuteur, que co-curateur. Voilà. Et puis il y a un mécanisme qui est assez peu connu aussi et souvent je l'apprends aux clients que j'accompagne, c'est la position du subrogé tuteur ou du subrogé curateur. Cette solution-là, elle vous permet d'être quand même en tant que parent associé à la mesure, même si jamais le tuteur ou le curateur principal était quelqu'un d'autre. Je rencontre beaucoup de familles qui me disent malheureusement, compte tenu de la pathologie de mon fils, de ma fille, on est en conflit et la discussion est difficile. Et si jamais elle se rend compte qu'elle a besoin de ma signature pour faire quelque chose, ça va aller au clash. C'est peut-être une solution de proposer que le bénéficiaire de la mesure soit un mandataire judiciaire d'une association tutélaire, un mandataire judiciaire qui exerce individuellement. Enfin, il y a plein de solutions que vous pouvez rencontrer parce qu'ils vous sont recommandés par d'autres parents que vous côtoyez. Mais pour autant, vous restez en qualité de subrogé curateur ou subrogé tuteur des personnes qui sont rendues destinataires des comptes rendus de gestion qui sont faits par le mandataire judiciaire en premier. Et ça, c'est pas inutile parce que sinon, vous risquez, notamment si jamais le mandataire judiciaire est un petit peu débordé dans son travail, d'être un petit peu écarté de la mesure et quand vous demandez des informations ou une mise à jour, il vous répond « moi, je n'ai pas de compte à rendre à vous rendre, vous parents, j'ai des comptes à rendre au juge, donc je vous répondrai en temps et en heure, mais je n'y suis pas contraint. » Lorsque vous êtes associé dans la mesure en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur, il vous doit ces informations et ça, c'est assez utile, notamment pour dire voilà, là ça s'est très bien passé pendant 3-4 ans et là je sens que le mandataire il est moins réactif, il y a des décisions d'urgence à prendre et je n'ai pas son retour, et on peut aller saisir le juge parce qu'on est au courant de tout ça. Donc ne pas oublier effectivement cette position de subrogé tuteur, subrogé curateur qui peut très bien être proposée à des frères et sœurs qui ne veulent pas s'engager encore suffisamment fortement, on va dire, en première ligne, mais qui disent moi pour l'instant je veux bien être associé effectivement en tant que subrogé tuteur, subrogé curateur pour voir comment ça se passe, être rendu destinataire, être associé, que vous m'expliquiez un peu comment ça se passe, etc. et que la transition commence à se faire par là. Dernier point qui est important, dans la tutelle et dans la curatelle, vous serez contrôlé par le juge et donc vous aurez des comptes à rendre au juge en principe annuel. Là où j'ai peut-être un conseil à vous donner, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à partir d'un certain temps, lorsque le juge voit que les comptes rendus sont bien tenus et que vous agissez toujours dans l'intérêt de votre enfant, ce dont je ne doute pas, il peut vous dispenser de ces comptes rendus. Et donc, au bout d'un moment, lorsque vous avez suffisamment fait connaissance, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à lui demander d'être dispensé de ces comptes rendus. Vous n'aurez plus qu'à lui envoyer effectivement des redditions de comptes, mais ce sera beaucoup moins lourd pour vous que de rendre des choses extrêmement précises qui peuvent éventuellement donner lieu à des rencontres ou à des convocations. Voilà, donc ne pas hésiter à le donner. Mais il n'empêche que la meilleure solution, ou en tout cas la mesure qui, en tout cas, est celle que l'on conseille le plus lorsqu'elle est possible, c'est l'habilitation familiale. Alors l'habilitation familiale, elle est assez récente, elle date de 2016. Voilà, alors le temps passe vite, mais finalement, par rapport aux autres mesures, ça reste assez récent. Et cette habilitation familiale a été créée par le législateur, inspirée par finalement cette idée assez simple qui est de dire que les personnes proches des personnes fragiles sont souvent les mieux placées pour s'occuper d'elles. Et même lorsqu'on relit les articles du Code civil sur les mesures de curatelle et de tutelle, c'est une idée qui transpire à chaque article, qui est de dire le juge doit rechercher dans la famille proche de la personne fragile les personnes à désigner tuteurs et curateurs. Et si jamais il ne les trouve pas, alors il va chercher au-delà et éventuellement il va nommer des mandataires judiciaires. Mais le juge doit d'abord chercher à nommer les personnes proches
proche de la personne fragile. Cette habilitation familiale, pour le principe, c'est, si vous voulez le relire, l'article 494.1 et suivant du Code civil. Je vous donne cet article-là parce que l'habilitation familiale, c'est certainement la mesure avec laquelle on a le plus de difficultés avec les juges. On se rend compte que parfois, ils ont un petit peu du mal à appréhender cette mesure de protection et je vais vous donner quelques exemples. Elle est assez récente et elle a en réalité un petit défaut, cette mesure, c'est que l'article que je viens de vous citer énumère limitativement les personnes qui peuvent être bénéficiaires de cette habilitation familiale. On évoque les ascendants, donc les parents, les grands-parents, les descendants, les enfants, petits-enfants, les frères et sœurs, et éventuellement les conjoints, partenaires de Pacs ou concubins de la personne fragile. Pour les personnes âgées, on comprend bien ce que peut être conjoint ou concubin, etc. Pour les personnes en situation de handicap, c'est plus rare d'avoir ces personnes-là. Et donc, en réalité, ça limite pas mal les bénéficiaires de cette mesure, et c'est certainement un des principaux défauts de l'habilitation familiale. Parce qu'on peut avoir des situations ou des schémas familiaux dans lesquels on n'a pas de personnes à désigner bénéficiaires de l'habilitation familiale, et on espère pouvoir faire évoluer, effectivement, alors quand je dis on, c'est la profession notariale, les mandataires, les gestionnaires de patrimoine, etc., enfin tous ceux qui ont l'habitude d'accompagner les familles concernées par la situation de handicap. On aimerait pouvoir faire évoluer cette mesure pour l'ouvrir au moins aux oncles et tantes, aux neveux et nièces, et peut-être, pourquoi pas, aux cousins germains, parce qu'on a beaucoup dans les familles ce degré de parenté-là qui sont prêts à s'engager, parce que finalement ils sont un petit peu plus nombreux et puis on peut organiser les pouvoirs entre eux, j'y reviendrai. Et malheureusement, dans l'habilitation familiale, ça n'est pas possible. Voilà, c'est limitativement énuméré, ascendants, descendants, frères et sœurs, éventuellement conjoints. Une fois que cela est dit, pour essayer de vous représenter ce qu'est l'habilitation familiale, parce que là aussi il y a pas mal de confusion. L'habilitation familiale, elle peut être soit spéciale, soit générale. Et permettez-moi peut-être d'exclure l'habilitation spéciale, parce qu'en fait on la rencontre assez peu. L'habilitation spéciale, c'est un petit peu l'idée de dire j'habilite spécialement une personne pour faire un acte déterminé. Lorsqu'on accompagne une personne fragile concernée par une question de handicap, c'est rarement une habilitation spéciale. Ce sont quasiment toujours des habilitations familiales générales. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que une fois que l'habilitation familiale générale est celle qu'on rencontre le plus, il faut distinguer, et c'est sa force, l'habilitation familiale d'assistance et l'habilitation familiale de représentation. Et c'est bien là que la distinction se fait, et c'est pour ça que j'ai commencé par les mesures judiciaires dans ma présentation. C'est parce qu'en fait, maintenant, on peut faire la distinction entre l'habilitation familiale d'assistance qui ressemble aux mesures de curatelle et l'habilitation familiale de représentation, qui va être pour des degrés de dépendance du niveau de la tutelle. Mais quel est le gros avantage de l'habilitation familiale? C'est que dans une habilitation familiale, vous êtes dans une mesure qui est déjudiciarisée, en ce sens que vous n'avez pas de compte à rendre au juge pendant l'exécution de la mesure. Premier avantage. Deuxième avantage, elle est donnée en général pour une durée plus longue, qui est quasiment tout de suite de 10 ans. Voilà, donc elle est renouvelée de façon moins régulière. Et puis le troisième avantage, c'est que le principe, c'est aucun recours au juge. Et l'exception, c'est vous n'avez besoin de l'accord du juge que pour 3 actes, lorsque vous disposez du logement de la personne protégée, résidence principale ou secondaire, lorsque vous voulez lui faire consentir un acte de disposition à titre gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en général une donation. En fait, c'est un acte dans lequel votre enfant va s'appauvrir sans contrepartie au bénéfice d'un donataire. C'est assez rare, on le voit assez peu. Pour autant, n'oubliez pas, et dans la transmission d'un patrimoine, ça peut être évoqué, que c'est pas parce qu'une personne est sous protection ou sous habilitation familiale qu'il ne peut pas donner éventuellement à ses frères et sœurs, à ses neveux et nièces. Bon, on peut le garder en tête, il faut simplement l'accord du juge. Et puis le dernier cas où effectivement vous avez besoin de l'accord du juge, c'est encore une fois lorsque vous êtes éventuellement en conflit d'intérêts, bénéficiaire de l'habilitation familiale et en conflit d'intérêts avec la personne protégée. Mais petite particularité de l'habilitation familiale, le texte du Code civil, qui est l'article 494.6, que j'invite souvent les juges à relire, ne prévoit pas de désignation de personnes habilitées ad hoc. Alors ça veut dire que ça peut quand même faire la différence, c'est que lorsqu'il y a opposition d'intérêt, on ne dit pas aux gens il faut que vous recherchiez une personne extérieure qui ne soit pas en position d'opposition d'intérêt pour signer l'acte à la place du majeur protégé. Le texte prévoit une habilitation spéciale de la personne habilitée. En réalité, vous restez en famille et c'est vous qui passez l'acte malgré l'opposition d'intérêt. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous évite d'avoir à embêter un cousin, une cousine, une amie, ou même peut-être pire, que le juge désigne un mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc qui lui va dire mais attendez, la donation ou le partage, moi je suis pas tout à fait d'accord, il faut revoir, expliquez-moi ça, j'ai l'impression que les intérêts du majeur sont pas suffisamment défendus, et puis remettre en cause un petit peu votre souhait de transmission. Donc ça, c'est une autre force de l'habilitation familiale, c'est l'habilitation spéciale qui est prévue. Et là aussi, il faut pas hésiter
inviter à associer dans l'habilitation familiale, lorsque c'est possible, éventuellement les frères et sœurs pour être associés à la mesure, pour que si jamais à un moment donné vous êtes empêché, eh bien les frères et sœurs puissent prendre le relais. Même mécanisme que pour la co-tutelle ou la co-curatelle. L'idée c'est de préparer l'après-soi pour se dire si jamais moi-même je suis empêché, eh bien j'ai déjà prévu dans la mesure que le relais est fait au profit d'autres personnes qu'on désigne. Et puis dernière petite précision, dans l'habilitation familiale, vous pouvez très bien répartir les pouvoirs entre les actes relatifs à la personne et les actes relatifs au bien. Voilà, et ça c'est pas inutile lorsque éventuellement vous échangez avec vos autres enfants sur le partage des responsabilités. On peut avoir selon les susceptibilités quelqu'un qui va être tout à fait à l'aise avec la gestion du patrimoine financier de son frère, mais pour autant qui habite un peu loin, qui est un peu excentré et qui n'aura pas la possibilité d'aller lui rendre des visites régulières. Eh bien on peut très bien dire, pour toi Gaëtan, je te mets mandataire au bien et tu gères, et puis ta sœur qui est plus proche de ton frère, elle va être mandataire à la personne, et il y aura une répartition des pouvoirs qui peut être faite à ce titre-là. Donc pas hésiter effectivement là aussi à aménager la mesure pour le sur-mesure. Voilà ce que je voulais vous dire sur les mesures de protection, et puis je voulais ouvrir avant un petit temps d'échange sur la question du mandat de protection future. Alors je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà croisé, mais lorsqu'on le croise souvent ça laisse un petit peu perplexe, parce qu'on a du mal à comprendre comment est-ce que ça vient s'articuler avec les mesures de protection. Tout ce que je viens de vous expliquer sur les mesures de protection, que ce soit les mesures de protection judiciaire ou que ce soit les mesures de protection d'habilitation familiale, eh bien le sujet c'est la protection pour maintenant. Si jamais j'estime que la mise sous protection maintenant est nécessaire, qu'est-ce que je peux mettre en place? Vous avez le paysage que je vous ai tracé avec les avantages et les inconvénients, en recherchant toujours la juste mesure pour ne pas trop priver de liberté la personne protégée. Le mandat de protection future, c'est déjà la préparation de l'après-soi. C'est la possibilité que vous offre le Code civil en qualité de parents, alors je reprends le texte, ou de survivants des parents, qui assument la charge matérielle et affective de la personne fragile, de pouvoir désigner dans un acte authentique une ou plusieurs personnes qui auront vocation à s'occuper de la personne fragile quand vous serez soit décédé, soit, et c'est ça qui est intéressant, lorsque vous n'aurez plus la possibilité de vous occuper vous-même de l'enfant. Vous êtes encore là, mais malheureusement votre état de santé se dégrade, et bien vous pouvez passer de votre vivant le relais à des personnes que vous aurez choisies dans un acte authentique que vous aurez signé chez un notaire. Ça c'est une des conditions de validité. Ce mandat de protection future, là aussi, il est extrêmement libre dans sa rédaction. C'est-à-dire que, contrairement à l'habilitation familiale, dans un mandat de protection future, vous pouvez désigner qui vous voulez. Il n'y a pas de degré de parenté de manière nécessaire ou indispensable. Vous pouvez aussi répartir les pouvoirs entre les différents mandataires. Un mandataire au bien, un mandataire à la personne. Ça marche. Et parfois, ça permet d'avoir l'accord des mandataires en disant « mais si je suis tout seul, c'est un peu lourd, mais par contre, si je le partage avec un tel ou un tel, d'accord ». On peut aussi imaginer plusieurs mandataires qui agissent ensemble, avec faculté d'agir ensemble ou séparément. Nous sommes deux, nous partageons la responsabilité. On va éviter d'être 4 ou 5 pour éviter les situations de blocage, mais parfois, quand la fratrie est composée de 3 personnes, c'est pas mal d'être 2. On peut aussi, à l'instar du mandataire, du curateur ou du tuteur ad hoc, on peut prévoir, alors que j'ai l'habitude d'appeler le tiers de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas mandataire, mais qui est rendu destinataire des comptes rendus de gestion des mandataires. Parce que, à ne pas s'y tromper, le mandat de protection future est comme l'habilitation familiale déjudiciarisé, mais pour autant il y a quand même un contrôle qui se fait de l'action du mandataire. Toutefois ce contrôle il ne se fait pas par le juge, comme dans la tutelle ou la curatelle, il se fait par une personne qu'on aura désignée dans le mandat, et il y a un décret qui est paru cet été, donc c'est assez récent, qui nous explique quelles sont les professions qui peuvent y être associées, donc c'est souvent des professions du chiffre, c'est-à-dire un expert comptable, c'est-à-dire voilà, tout un tas de personnes qui ont cette compétence-là. Si jamais on ne peut pas le choisir au moment où on signe le mandat, on peut le choisir au moment de l'ouverture du mandat, ça n'est pas impossible. Et puis, il y a aussi un compte-rendu à faire au notaire qui a reçu le mandat. Voilà, et ça, c'est aussi un élément important, c'est qu'avec cet acte authentique qui est reçu devant notaire au moment où on le signe, vous avez la certitude que le notaire qui a reçu le mandat sera là au moment de son activation pour accompagner les mandataires et leur réexpliquer quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, à quel moment on a besoin de l'accord du juge, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Après, ce qui est aussi important par rapport aux mesures de protection, c'est que ce mandat de protection future, c'est un petit peu son défaut, c'est que contrairement à l'habilitation familiale, il n'existe pas à différents niveaux. Il n'existe qu'au niveau de la tutelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient activer un mandat de protection future, alors on vient priver le majeur protégé de tout droit sur
sur la gestion de ses biens, c'est le mandataire qui se retrouve titulaire des mêmes pouvoirs qu'un tuteur. À la différence, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il ne rend pas compte au juge, il rend compte au notaire ou à la personne désignant le mandat, mais il n'empêche que ce sont des pouvoirs d'un tuteur. Et donc, si votre enfant, au moment où vous n'êtes plus là ou que vous allez moins bien, est encore sous curatelle et que cette mesure de curatelle ou habilitation familiale d'assistance, que vous aurez bien compris que c'est à peu près la même chose en termes d'encadrement des pouvoirs, et qu'il n'a pas besoin d'être mis sous tutelle, le mandat ne peut pas être activé. Et donc, il y a une solution intermédiaire, et j'en terminerai par là, pour laisser un peu de temps pour l'échange, une solution intermédiaire qui vous est offerte par l'article 448 du Code civil, qui est la possibilité, le texte est un peu proche de la définition du mandat de protection future, mais qui est la possibilité pour vous, parents, de pouvoir désigner par un testament, ou par, enfin pas par un testament, mais en tout cas par un document, il n'y a pas de forme juridique qui est prescrite pour ces dispositions-là, mais le ou les personnes qui auront vocation à assumer la charge de la curatelle, de l'habilitation familiale ou de la tutelle pour vos enfants, pour le jour où vous ne serez plus là ou pour le jour où vous ne serez plus en mesure de vous occuper d'eux. Voilà. Et donc, ça permet de se dire, j'ai fait un mandat de protection future, si jamais c'est justifié, il sera activé au profit des mandataires, et bien, si jamais il y a un risque qu'il ne soit pas activé compte tenu du degré d'indépendance, d'autonomie de mon enfant, et bien, à ce moment-là, je fais ce document que je remets au mandataire désignant le mandat de protection future pour qu'il puisse prendre dans l'intervalle une curatelle. Et si jamais vous avez pris ces dispositions-là, alors ces dispositions s'imposent au juge. Et lorsque les mandataires enverront cette disposition au juge, le juge devra la respecter. Voilà, ça c'est rassurant. Après, malheureusement, on continue un petit peu plus la lecture de l'article 448 du Code civil et il vous explique quand même, parce que je dois vous le dire pour être parfaitement honnête, que le juge reste souverain dans l'appréciation parce que le texte explique que le juge doit respecter vos dispositions, sauf si l'intérêt du majeur commande de l'écarter. Bon, maintenant, quand un juge des contentieux de la protection, comme on l'appelle, voit arriver sur un plateau des personnes désignées et que ces personnes confirment devant le juge qu'ils sont prêts à prendre en charge la mesure de votre enfant, en général, le juge accepte. Éventuellement en proposant un contrôle pendant les premières années, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais ils ne sont en général que trop heureux de constater qu'ils pourront remettre à des personnes choisies par les parents la mesure de protection sans effectivement venir charger les épaules des mandataires judiciaires qui sont déjà très chargés. Voilà, messieurs, dames, pour cette petite conférence. Il nous reste quelques minutes pour un temps de questions-réponses. On peut, voilà, sur ce que je viens de vous dire ou éventuellement ouvrir nos échanges sur des questions patrimoniales, éventuellement, si vous le souhaitez. Merci pour votre attention. La première partie de mon propos sur la procédure est une procédure commune pour les mesures judiciaires et l'habilitation familiale. C'est pour ça qu'on dit effectivement que c'est une mesure déjudiciarisée. Pour autant, la mise en place de la mesure n'est pas déjudiciarisée. Elle passe exactement avec la même procédure, la rencontre avec le médecin, la requête et l'ordonnance qui prononce l'habilitation familiale. Pour autant, à partir du moment où l'habilitation familiale est prononcée, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus d'accès au juge nécessaire, sauf les 3 cas que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il y a un conflit entre le protégé et le ou les curateurs, c'est-à-dire que par exemple au niveau de la gestion du patrimoine, les curateurs peuvent avoir une certaine vision alors que le protégé, oui, lui, peut voir une chose complètement différente. Comment ça se passe? Alors ça veut dire qu'on serait dans une mesure qui serait relativement légère, du type de la curatelle ou de l'habilitation familiale d'assistance, parce que si jamais on est sur une mesure plus lourde, on imagine que la personne protégée ne serait pas en mesure d'émettre sa volonté. Et donc dans ces cas-là, on va en revenir effectivement au principe, c'est-à-dire si c'est un acte de disposition, alors d'administration, on va commencer par celui-là, alors la personne protégée peut la passer seule, même si jamais le curateur n'est pas d'accord, il n'a pas besoin de l'accord de son curateur. Et l'inverse est vrai pour l'acte de disposition, si le curateur n'est pas d'accord, alors il n'apposera pas sa signature à côté du curatellaire et donc l'acte ne pourra pas être passé. Pour autant, si jamais on estime que le curateur est buté et qu'en réalité l'intérêt du curatellaire c'est de passer l'acte, alors on a toujours la possibilité d'avoir recours au juge pour expliquer qu'on a effectivement là un conflit et que le juge doit trancher. Et dans la requête, le curatellaire peut très bien expliquer au juge que malgré le fait qu'il soit sous protection, il explique pourquoi est-ce que c'est dans son intérêt de passer l'acte. Et là, à ce moment-là, le juge peut très bien dire bon je vous autorise spécialement à passer l'acte, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est un acte de disposition qui nécessitait l'accord de votre curateur. Le curateur, effectivement, vous empêche et vous met des bâtons dans les roues sans justification. Je vous accepte, enfin, je vous accorde la possibilité de passer l'acte seul ou je désigne un curateur ad hoc qui va vous accompagner sur cette. Par contre, effectivement, sur l'habilitation familiale, c'est là où c'est un peu plus complexe. Parce que la même règle est vraie, ce que je vous dis sur la curatelle, c'est que, effectivement, l'acte n'est pas passé si jamais on n'a pas l'accord de la personne habilitée et si jamais c'est un acte de disposition. Pour autant, si jamais, encore une fois, le juge commence à pressentir une mésentente entre la personne
protégée et la personne bénéficiaire de l'habilitation familiale, attention effectivement avant d'appeler le juge, effectivement, parce qu'il y a un risque de perdre la mesure et de le repasser effectivement en mesure judiciaire. Mon avis, mais qui est très personnel, parce qu'encore une fois, vous êtes les personnes les mieux placées pour choisir. À mon avis, tant que la mesure d'habilitation familiale est possible, c'est quasiment toujours la meilleure mesure parce que on est beaucoup plus libre dans nos mouvements et parce que, il me semble, ça correspond beaucoup plus à ce que vous faites déjà avant la mise en place de la mesure. Très souvent, et notamment dans les mesures de curatelle, c'est-à-dire les mesures relativement légères, c'est plutôt, bah non, il n'y en a pas besoin puisque jusqu'à présent, il me fait confiance et je fais les choses avec lui et tout se passe très bien. Ma position, mais ça nécessiterait peut-être un véritable échange pour avoir tous les éléments de réponse. Mais c'est vrai que l'habilitation familiale par effectivement l'absence de contrôle et de compte rendu à faire au juge est toujours, à mon avis, plus intéressante. Voilà. Et d'autant plus, elle rassure souvent votre enfant fragile, qui est l'idée de dire je suis pas là pour mettre le juge dans nos rapports, puisque ça reste justement en famille. Voilà. Et donc, à mon avis, si vous êtes en curatelle renforcée d'ores et déjà et que on peut faire évoluer ça vers une habilitation familiale, je pense que c'est mieux. Et on peut complètement aménager cette habilitation familiale de la même façon qu'a été aménagée la curatelle renforcée. On peut être sous habilitation familiale d'assistance en expliquant toutefois que la personne habilitée sera rendue destinataire des revenus et des ressources de la personne fragile. Aucun problème. Alors, la co-tutelle est plus simple pour prendre le relais que le mécanisme de la subrogation. Parce que la subrogation va nécessiter la mise à jour de la mesure en expliquant qu'on était subrogé tuteur et que maintenant on va passer tuteur principal. Voilà, et donc ça nécessite à nouveau effectivement une requête auprès du juge avec effectivement toute la procédure que ça implique. Donc la co-tutelle est plus aisée en ce sens que si jamais effectivement l'un des tuteurs est empêché, alors à ce moment-là, effectivement, elle peut continuer au bénéfice du co-tuteur, sous réserve que effectivement le jugement le permet, c'est-à-dire avec cette faculté d'agir ensemble ou séparément. Attention à toujours prévoir effectivement demander au juge que ce ne soit pas une co-signature des deux tuteurs, mais que ce soit une signature de l'un ou de l'autre. Est-ce que ça répond à votre question ? Ça devrait être possible, mais il faut bien préparer son entretien. Sur le principe, c'est complètement possible. Tant que l'ordonnance n'est pas rendue, le juge a tout à fait le pouvoir d'appréciation pour dire « Ah bah oui, j'ai échangé avec la famille, bien sûr, c'est une habilitation familiale qu'il leur faut ». Et je rappelle à ce titre que, au même titre que le juge est heureux lorsqu'il peut voir par les dispositions 448 du Code civil que vous leur proposez spontanément des gens pour reprendre la mesure, le juge est en général très heureux de constater que la mesure va être déjudiciarisée, parce que ça lui fait du travail en moins. Et c'est aussi en ce sens que l'habilitation familiale a été créée pour désengorger les tribunaux. Donc lorsqu'on passe d'une demande de tutelle en disant je me suis trompé ou en tout cas je rectifie, j'ai appris l'existence de l'habilitation familiale, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Il est possible aussi que le juge dise bah écoutez, vous êtes bien gentil, c'est une bonne idée, mais je vais vous donner une tutelle pendant quelques années, vous allez me rendre des comptes pour vérifier que vous faites bien le travail, et dans 3 ans on en reparle et je vous donne une habilitation familiale si tout s'est bien passé sur l'intervalle. C'est tout à fait possible aussi. Ça dépend vraiment des juges, ça dépend des tribunaux, et même au sein des tribunaux, ça dépend des cabinets pour lesquels vous tombez, donc il y a une part de chance aussi un petit peu. D'une manière générale, les juges sont toujours très friands des habilitations familiales. Merci Maître pour ces propos. Moi j'avais une question, à partir du moment où il y a l'habilitation familiale, comment le banquier et les tiers question de patrimoine d'autres sont informés du fait que la personne protégée n'est pas en capacité de signer le moindre acte? Exactement comme pour une tutelle et une curatelle, il y a une mention qui se fait au répertoire civil en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Et de la même façon qu'en tutelle et en curatelle, vous notifiez aux différents interlocuteurs qu'il y a une mesure de protection qui a été mise en place, vous expliquez qu'il y a une habilitation familiale qui a été mise en place. Donc ça veut dire que la personne n'est pas en capacité de signer quoi que ce soit, elle est protégée? Ça dépend la façon dont l'habilitation familiale a été rendue. Si vous êtes en habilitation familiale d'assistance qui explique qu'il reste tout à fait libre de la gestion de ses ressources, aucun problème, c'est lui qui utilise ses comptes. Et inversement, en habilitation familiale qui peut être aménagée comme une curatelle renforcée ou une habilitation familiale de représentation. Voilà, simplement pour bien préciser, c'est que l'idée c'est qu'on peut complètement échanger avec le juge pour faire du sur-mesure et de l'aménagement de mesure. Donc n'hésitez pas effectivement en fonction du caractère et du degré d'indépendance de votre enfant à aménager les choses et à organiser les choses de la manière la plus adaptée possible.
Oui, dans le cadre du mandat de protection future et dans le cadre des dispositions de l'article 448 que j'évoquais en fin de conférence, vous avez une totale liberté sur les mandataires que vous pouvez désigner, avec cette liberté d'aménagement que j'évoquais. Ce que je ne vous ai pas dit, mais ça me donne l'occasion de vous le dire, c'est que ce qui est intéressant avec le mandat de protection future, qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui, parce qu'il existe aussi le mandat de protection future pour soi-même, vous pouvez aussi vous-même, pour votre propre dépendant, faire un mandat pour désigner les personnes qui s'occuperont de vous, ne l'oubliez pas, c'est pas inutile. Et bien pour les mandats de protection future pour autrui, lorsqu'on signe cet acte pour quelqu'un d'autre, il est forcément authentique et son activation passe simplement par la rencontre avec le greffe du tribunal. Et donc on se déplace en tant que mandataire avec la copie authentique de l'acte devant le greffe du tribunal et le greffier du tribunal va mettre un tampon sur la copie authentique pour expliquer que les conditions d'activation du mandat sont remplies et donc que le mandat est activé. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le greffier à ce moment-là n'a pas de capacité de vérifier la pertinence des personnes désignées dans le mandat de protection future. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire mais c'est bizarre, tous les mandataires habitent loin, moi je trouve que c'est pas hyper adapté, donc en fait je vais changer, on va mettre une tutelle. Il n'a pas la possibilité de le faire. Si les conditions d'activation du mandat sont remplies, c'est-à-dire décès des parents ou incapacité des parents et besoin pour la personne protégée d'être représentée de manière générale, alors le greffe du tribunal active le mandat. Et donc la liberté est entière. Et c'est plus puissant dans un mandat de protection future que simplement dans les dispositions de l'article 448 parce que, comme je vous l'expliquais, les dispositions de l'article 448, le juge reste souverain en se disant si l'intérêt du majeur commande de l'écarter, alors à ce moment-là je l'écarte. Dans le mandat de protection future, on l'active. Voilà. Pour autant, bien entendu, si jamais à un moment donné les mandataires ne respectent pas l'esprit du mandat, toute personne qui a intérêt peut demander alerter le juge et le notaire en premier lieu pour dire attention, le mandat a été signé, il n'est pas utilisé dans les bonnes conditions et donc il faut arrêter la mission du mandataire. Mais c'est uniquement pour la tutelle, non, le mandat de protection? Et oui, vous avez parfaitement raison, c'est son gros défaut. Espérons que ça évolue, encore une fois, espérons que ça évolue et qu'on crée un mandat de protection future d'assistance. Je n'ai pas de doute que ce sera le cas un jour, mais ça n'existe pas encore. Alors là, effectivement, là, si jamais l'ensemble des bénéficiaires des mesures décèdent ne sont plus là, et bien effectivement la mesure tombe et il faut mettre en place une nouvelle mesure. Et effectivement, il y a ce temps de latence entre les deux qui fait que le majeur n'est plus en capacité juridique de passer des actes et il n'a plus de représentant, il n'a plus de mandataire pour passer les actes pour son compte. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de préparer cette transmission, cette passation de témoins, soit en incluant les frères et sœurs dans la mesure, soit en prévoyant ce mandat de protection future, qui va s'activer de manière immédiate. J'apprends le matin le décès dans un accident de voiture des deux parents, je sais que je suis bénéficiaire d'un mandat, je vais l'après-midi, enfin pas exactement parce qu'il faut juste avoir un certificat médical, mais ça peut aller très vite. Dans les 2 jours, je vais au greffe du tribunal pour faire activer le mandat et je suis bénéficiaire des pouvoirs. Il existe quand même une possibilité dans l'urgence de mettre en place une sauvegarde de justice pour des actes urgents à passer simplement en attendant qu'une nouvelle mesure soit prononcée. Mais c'est bien le sujet, c'est qu'on veut éviter les temps de latence où on est obligé de réinitier une procédure pour remettre en place une nouvelle mesure. Et puis si jamais on n'a pas prévu du tout le cas et que personne ne se sent concerné par la reprise de la mesure, eh bien là c'est très certainement un mandataire judiciaire, pas choisi au pif parce que c'est pas comme ça que les juges travaillent, mais en tout cas un mandataire judiciaire qui va être désigné d'office. Il faut voir avec lui s'il accepte, malgré son emploi du temps chargé, de se déplacer simplement pour échanger avec vous, mais sur le principe, bien entendu, que vous pouvez le rencontrer sans qu'il soit dans l'obligation de transmettre, ou en tout cas de rencontrer votre enfant et de rendre un certificat médical. Ça, c'est clair. Pour autant, dans la pureté du principe, si vous lui dites il faut que vous rencontriez mon fils pour l'ausculter et rendre un avis médical pour une mise sous protection, alors il est en principe obligé de transmettre le certificat médical au juge sous plication. Donc c'est 2 choses différentes. Mais je pense honnêtement que compte tenu de la charge de travail des médecins, c'est plutôt au moment de la prise de rendez-vous, on a rencontré un notaire, on a échangé, on a parlé de notre situation familiale. À notre avis, la meilleure mesure de protection, c'est celle-là et voilà comment est-ce qu'on imagine la mettre en place. Les parents, est-ce que c'est une tutelle, est-ce que c'est une curatelle, est-ce que c'est une habilitation familiale, est-ce qu'on associe les enfants, est-ce qu'on les met en subrogé tuteur, subrogé curateur, etc. On travaille ça en famille et une fois qu'on a le projet qui est assez établi, eh bien on peut éventuellement en parler aux médecins pour dire est-ce que vous
voyez bien de quelle mesure je parle. En fait, c'est surtout pour l'habilitation familiale, où on a parfois des surprises, où en fait, c'est le médecin qui ne connaît pas vraiment la mesure, et quand les parents parlent d'habilitation familiale, le médecin dit, en fait, ils ne savent pas très bien de quoi ils parlent, mais en fait, ils sont en train de me parler de la tutelle et de la curatelle, et donc dans mon certificat médical, je parle des mesures judiciaires. C'est juste ça, un petit peu à mon avis, hein. Le risque, c'est qu'il y ait à un moment donné un certificat médical qui dise, effectivement, il y a une altération qui nécessite une tutelle ou une curatelle, et que le juge ait un peu de mal à se sortir de ce certificat médical pour prononcer une habilitation familiale. C'est un risque qui existe parce qu'on l'a vu, mais qui est quand même relativement limité. Voilà. Simplement, moi, mon conseil, c'est de dire, n'hésitez pas à échanger pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous n'allez pas vous retrouver avec une mesure de représentation au lieu d'une mesure d'assistance ou avec une mesure judiciaire plutôt qu'une habilitation familiale.